Bonjour tout le monde, nous allons parler aujourd'hui de l'Antiquité en Provence. Quelques minutes rapides pour rappeler qui habitait en Provence, comment se sont déroulés les événements et comment ensuite on en arrive jusqu'au Moyen-Âge. Alors, dans l'Antiquité en Provence, les premiers habitants sont reconnus pour être les Ligures. Les Ligures vivent chez nous depuis 5000 ans, ils étaient là, nous dit-on, depuis moins 3000 environ, et ils vivent soit dans des bori. Voilà, regardez, là vous avez l'image d'une bori, donc c'est une hutte demi-sphérique constituée de pierres plates. Ou également, ils vivent dans des places fortes qu'on appelle des oppidas, un oppidum des oppidas, pour voir bien sûr venir l'ennemi de plus loin, et c'est généralement une place fortifiée en haut d'une éminence, d'une montagne. Ces Ligures sont réputés être de bons archers. Ils utilisent le bronze et ils se défendent très bien, à tel point que jusque dans le monde hellénique, jusqu'en Grèce, on connaît leur réputation et lors d'une légende mythologique très connue, celle des 12 travaux d'Hercule, on parle des Ligures. Lors du 11e travail d'Hercule, celui d'aller chercher les pommes d'or au jardin des Hespérides, Hercule, ne sachant pas où passer, demande à Prométhée son chemin. Et Prométhée lui répond, mais tu vas passer par un endroit, c'est la Provence, dans lequel tu vas être criblé de flèches et tu vas mourir. Pour vous dire à quel point les Ligures étaient réputés pour être de bons archers. Mais, car il y a un mais, Prométhée poursuit son discours en disant « Zeus, ton père, va te venir en aide et va faire pleuvoir une pluie de cailloux pour écraser les Ligures. » C'est ainsi que les Grecs expliquaient la venue des cailloux de la plaine de l'Acro. Bien sûr, les géologues ont rectifié le tir, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est le déplacement du lit de la Durance qui a laissé place donc à tous ces cailloux. Voilà, nous sommes en gros maintenant vers moins 1500, donc ça fait un millénaire et demi que les Ligures vivent en Provence, et un autre peuple va s'allier et se mixer avec eux, c'est le peuple des Celtes, ce qui va donner lieu au peuple des Celto-Ligures. Alors des Celto-Ligures, vous en avez un peu partout en Provence, sur des oppidas, des fois dans des villages de bori, et alors notamment vous avez bien Entremont. Voilà, on voit une image d'Entremont qui est un oppidum qui se trouve au nord d'Aix, qui surplombe Aix. Et donc ces Celto-Ligures sont réunis en diverses tribus, vous avez les Cavars, les Saliens, vous en avez un petit peu partout. Le problème, c'est que ça va se corser lorsque d'autres tribus vont descendre du nord, notamment les Cimbres et les Teutons, qui eux n'ont pas l'intention de rester en Provence et se mixer avec d'autres peuples, mais tout simplement d'entrer en Italie et d'envahir l'Italie. Les Romains immédiatement réagissent et envoient une armée avec à sa tête le chef Caius Marius. Voilà pourquoi c'est un prénom très usité en Provence. Caius Marius, en fin stratège, va laisser passer les Cimbres et les Teutons. Mistral nous dit même que les Cimbres et les Teutons ricanaient. Et il va ensuite les prendre par revers lors d'une bataille très connue, au pied d'une montagne très connue qui va s'appeler la Sainte Victoire. Alors pourquoi la Sainte Victoire? Eh bien parce que ça va être la victoire de Caius Marius et son armée sur les Cimbres et les Teutons. Et là, nous raconte-t-on, c'est un véritable massacre. Les Cimbres et les Teutons sont passés au fil des épées romaines et leur corps va pourrir comme ça sur le sol. On explique aussi de cette façon-là le nom du village Pourrières, qui voudrait dire champ pourri, les corps des Cimbres et des Teutons qui ont pourri. Donc une sainte victoire romaine, la montagne, avec Pourrières, des champs pourris de Cimbres et de Teutons. Les Romains ne sont pas venus là par hasard et pas seulement pour se défendre. Régulièrement, les Celto-Ligures d'autres tribus faisaient des raids sur la ville de Massalia, qui elle est une ville grecque. Et les Grecs qui sont alliés aux Romains, régulièrement on demande aux Romains, s'il vous plaît, débarrassez-nous, vous qui avez une force militaire, de ces tribus celto-ligures qui régulièrement pillent notre ville. Les Romains ne se font pas prier et ils vont petit à petit disséminer leurs armées un peu partout en Provence pour massacrer les celto-ligures. D'ailleurs, il n'en restera plus beaucoup. Alors, il y a une bataille connue, une bataille qui se passe à Entremont, où les Romains ont définitivement débarrassé le sol provençal des Celto-Ligures, des Saliens. Alors, j'ai parlé de Massalia, il faut que je fasse un petit retour en arrière et que je revienne vers moins 1600 environ. Vous savez que les Grecs créent ce qu'on appelle des comptoirs tout le long de la Méditerranée, des comptoirs commerciaux. Et ces comptoirs commerciaux doivent être développés, on doit en créer de nouveaux, et les Grecs avaient créé le comptoir de Phocée, P-H-O-C-E-E, en Asie mineure. Et des Grecs de Phocée
ont décidé d'aller créer un nouveau comptoir dans un autre endroit de la Méditerranée. Il y a donc une expédition phocéenne qui est lancée, avec à sa tête deux chefs, Protis et Simos, et tous deux arrivent dans une jolie petite crique, le Lacidon, qui, bien sûr, vous allez le comprendre, va devenir Marseille. Or, en moins 1600, sur ce territoire-là, il y a des Celto-Ligures. Et à sa tête, le roi Nanus. Et le roi Nanus a une fille très belle qui s'appelle Gyptis. Et il y a une tradition, ça va faire plaisir aux filles, chez les Celto-Ligures, c'est que c'est la fille du roi, elle et elle seule, qui décide de son futur mari. Et le futur mari d'ailleurs n'est même pas au courant jusqu'au banquet de noces. C'est-à-dire que les Celto-Ligures organisent un banquet, invitent tout le monde, et à la fin du banquet, la fille du roi lève une coupe nuptiale et la tend vers l'homme qu'elle a choisi lors du banquet. Eh bien, lors du mariage de Gyptis, la fille de Nanus, le roi Celto-Ligure qui règne sur le Lacidon, cette crique, eh bien, les récents phocéens qui sont venus qui sont venus débarquer là, eh bien, sont invités par les Celto-Ligures, donc ils font partie du banquet. Et là, aux surprises, à la fin du banquet nuptial de Gyptis, eh bien, Gyptis va se lever, va prendre la coupe nuptiale, et au lieu de la proposer à un Celto-Ligure comme elle va tout simplement proposer la coupe nuptiale à Protis, c'est-à-dire un phocéen. Et c'est sous cette légende dorée eh bien, que l'on explique la création de Marseille et aussi l'association à la fois des coutumes celto-ligures et de la culture grecque, bien évidemment. Frédéric Mistral dira dans un très beau poème « Sian li felen de la Grèce immortale ». Nous sommes les petits-enfants de la Grèce immortelle. Donc là, c'est Massalia, donc ville grecque, qui va faire bien sûr du commerce, qui est allié avec les Romains, et pour l'instant, ça se passe très bien. Oui, mais une fois de plus, je vais dire, pour l'instant, parce que les relations entre les Grecs et les Romains vont un petit peu se compliquer. Alors, elles vont se compliquer au siècle précédent la venue de Jésus-Christ, notamment lorsque, en moins 53, Crassus, l'homme politique, va décéder. Je vous explique. Il y avait un triumvirat, c'est-à-dire un gouvernement régi par trois hommes, triumvirat, trois hommes, qui était constitué de Jules César, Pompée et Crassus. Or, je vous l'ai dit, Crassus décède en moins 53, ce qui va laisser les deux jeunes loups là complètement opposés, et chacun veut bien sûr pour lui seul le pouvoir. Donc il va y avoir ce qu'on appelle la guerre civile entre César et Pompée. Alors tout ça, vous allez me dire, c'est de l'histoire romaine, on s'en fiche par rapport à la Provence. Eh bien non, on s'en fiche pas, puisque Massalia va devoir prendre un parti entre César et Pompée. Alors entre nous, les historiens nous affirment que Massalia était plutôt du côté de Pompée. D'abord parce que Pompée avait donné des territoires dans l'Hérault, notamment à Massalia, et aussi parce que César développait le commerce italien, au détriment bien sûr du commerce grec de Massalia. Donc d'une manière générale, les Massaliotes étaient plutôt côté Pompée, mais enfin ils se sont déclarés absolument neutres. Lorsque César vient en moins 49 devant Marseille, il y vient parce qu'il doit aller sur l'Espagne où il y a une révolte qui s'est déclarée contre les Romains, il en profite pour demander de l'aide aux Massaliotes contre Pompée. Alors là, évidemment, les Massaliotes ne sont pas d'accord. Les Massaliotes vont dire « Écoutez, tant que vous faites des guerres à l'étranger, vous pouvez compter sur notre alliance, nous avons nos bras, nos épées à votre disposition. Maintenant, quand il s'agit d'une guerre civile où des frères se massacrent entre eux, ne comptez pas sur nous. » On a un très très beau texte dans la guerre civile de Lucain qui raconte justement cet argument des Marseillais à Jules César. Alors, Jules César, bien sûr, va se mettre en colère en disant « Comment vous ne m'aidez pas à lutter contre Pompée ? Donc, je vais vous attaquer. » Et les Massaliotes, d'ailleurs, les Marseillais, ne vont pas justement perdre courage et vont dire à Marseille « Eh bien, si tu nous attaques, nous sommes prêts à soutenir un siège. » Et c'est ce qui va se passer. D'avril moins 49 jusqu'à juin moins 49, vous allez avoir un combat entre l'armée de Jules César et Marseille. Et c'est là qu'on voit que les Marseillais avaient raison, ils se défendent bien. Et avril, mai, juin sont les mois où César n'arrive pas à gagner Marseille. Pour l'instant, le siège est un échec.
Alors César, je vous l'ai dit, doit quand même aller en Espagne, il a une autre guerre contre des révoltés espagnols. Donc il laisse à 2 de ses généraux la suite du siège de Marseille, car il n'abandonne pas, mais il délègue ses pouvoirs à 2 généraux. Alors qui sont ces généraux? Il y a Decimus Brutus, qui lui va attaquer la ville par la mer, par le port, et il y a Caius Trebonius, qui lui va attaquer par la terre. Donc en l'absence de César, le siège de Marseille se poursuit. Et ce que n'a pas réussi à faire le grand chef, Jules César, eh bien les 2 généraux vont y arriver, car finalement, Marseille va devoir se rendre sous l'assaut de Decimus Brutus et de Caius Trebonius. Et voilà Marseille aux mains des Romains, pour ne pas avoir voulu aider César dans la guerre civile. Alors vous le savez, hélas pour Marseille, la guerre civile donnera raison à César, puisque Pompée perdra cette guerre civile. Alors quand César revient vers Marseille, vous vous doutez bien que les représailles sont immenses. Marseille perd son pouvoir, son trésor, son armée, tout. Et c'en est terminé, je vais dire pour l'instant, de Marseille. Enfin, la ville n'est pas détruite, bien évidemment, mais tout le pouvoir de Marseille, eh bien, est largement diminué. D'autres villes vont prendre au contraire de l'ampleur, mais des villes, elles, vraiment romaines, c'est-à-dire Arles et Aix. Et ces villes-là vont se développer, bien sûr, au détriment, en défaveur de Marseille. Voilà pourquoi, pendant très longtemps, jusqu'au Moyen-Âge, au début des temps modernes, eh bien ce n'est pas Marseille, la capitale de Provence, c'est Aix. Aix, la ville du droit, la ville de l'université, la ville aristocratique. Pour l'instant, Marseille va devoir se tenir à son rôle commercial, et ce n'est qu'après qu'elle se développera économiquement. Voilà donc, jusqu'à la débâcle de Marseille, quelques éléments à retenir sur l'Antiquité en Provence. Les Ligures, les Celto-Ligures, le massacre des Cimbres et des Teutons à la montagne de la Sainte-Victoire romaine, et ensuite la fondation de Massalia par Gyptis et Protis qui se sont alliés, qui se sont mariés. Les tenants et les aboutissants vous ont été donnés. Bien sûr, ensuite de moins 49, il va encore se passer bien des choses en Provence. La Provence va devenir petit à petit chrétienne, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo où je parlerai du sacré en Provence et notamment de la venue des disciples du Christ en Provence pendant l'Antiquité aux fameuses Sainte Marie de la Mer. Mais ceci est une autre histoire. À la prochaine vidéo. Au revoir.